D'où vient notre idée de la folie? On a tendance à penser que c'est une question médicale, une vérité scientifique, quelque chose d'évident. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Dans son œuvre monumentale, L'histoire de la folie, le philosophe Michel Foucault, lui, propose une toute autre histoire. Une origine qu'on ne trouve pas dans un manuel de médecine, mais plutôt dans les recoins de l'histoire sociale. Allez, on va explorer ensemble ce parcours assez surprenant. Alors, tout commence par une disparition. À la fin du Moyen Âge, la lèpre s'efface petit à petit en Europe. Mais ce qui reste, nous dit Foucault, ce sont les structures d'exclusion. Des centaines de léproseries, ces lieux physiques où l'on mettait les gens à l'écart, bien sûr, mais aussi tout un tas de rituels, d'habitudes pour séparer les indésirables du reste de la société. Et donc, un vide se crée, un vide à la fois physique et social. La question devient donc essentielle. Si le lépreux n'est plus là pour occuper cette place de l'exclu, qui va prendre sa place? La société, on le sait, a horreur du vide, et ces structures d'exclusion, elles n'allaient pas rester vides bien longtemps. On arrive à la Renaissance, et c'est là que l'histoire commence vraiment à prendre forme. À cette époque, la folie, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on cache. Au contraire, elle est partout, elle est visible. Elle a même une place centrale dans la culture. Elle n'a pas encore été réduite au silence. Et quand on dit qu'elle était intégrée, ce n'est pas un petit mot. Prenez la Nef des Fous de Bosch, ce n'est pas juste une peinture, c'est un symbole hyper puissant de l'humanité qui navigue sans but. En littérature, Erasme écrit son fameux Éloge de la folie. Et au théâtre, le personnage du fou, il n'est pas juste là pour faire rire, c'est souvent le seul qui a le droit de dire la vérité au roi. À ce moment-là, la folie est vue comme une sorte de sagesse un peu tragique, une connaissance qui a quelque chose à dire à la raison. Il y a un échange. Mais voilà, ce dialogue ne va pas durer. On arrive à un tournant majeur, un moment que Foucault appelle le grand renfermement. Une nouvelle ère commence, où le but n'est plus de parler avec la folie, mais de l'enfermer et de la faire taire. Il y a une date pour ça, 1656. Un décret royal fonde l'hôpital général de Paris. Pour Foucault, cette date, ce n'est pas un détail. C'est un vrai point de bascule. Ce n'est pas un simple acte administratif, c'est le signal de départ d'un immense mouvement qui va balayer toute l'Europe, celui de l'internement. Et attention, il faut bien comprendre ce qu'est cet hôpital général. Ce n'est pas un hôpital comme on l'imagine aujourd'hui. C'est pas du tout un lieu de soins. Non, c'est une structure de pouvoir, quasi judiciaire, avec ses propres règles, ses propres prisons, et qui agit un peu en marge de la loi pour maintenir l'ordre public. Et qui est-ce qu'on enferme là-dedans? Eh bien, un peu tout le monde. Les têtes aliénées, comme on disait, sont jetées pêle-mêle avec les pauvres, les vagabonds, les libertins, bref, toute une population jugée inutile ou dérangeante pour le nouvel ordre bourgeois et son éthique du travail. À ce stade, la folie n'est pas une catégorie à part, c'est juste une des nombreuses formes du désordre social. La rupture est donc totale, vraiment. On passe d'une folie qui était visible, qui dialoguait avec la raison, à un simple problème social qu'il faut cacher, qu'il faut faire taire. La figure du fou qui portait avant une vérité dérangeante devient juste un cas à gérer pour la police. Et ça, c'est une idée très forte chez Foucault. L'internement n'a pas seulement enfermé des aliénés qui existaient déjà. Non, en les retirant de la société, en les coupant de tous leurs liens, il a carrément créé cette figure de l'aliéné, cet étranger que même sa famille ne reconnaît plus. D'accord, mais comment justifier tout ça? L'âge classique a bâti toute une philosophie pour légitimer cet enfermement. Et dans cette philosophie, la folie n'est pas vue comme une maladie, mais comme une faute morale. Les traitements de l'époque découlent directement de cette logique. Ils n'ont rien de médical, ils sont punitifs. L'immersion dans l'eau glacée, c'est un rite de purification. Le travail forcé, c'est pour redresser une volonté qu'on juge paresseuse. Et les châtiments corporels, c'est pour mater les passions animales qui auraient pris le dessus. Le cœur de la pensée de l'époque, il est là. Être fou, c'était avoir fait un mauvais choix. Avoir tourné le dos à la raison, à la morale, à Dieu. C'était une faute, pas du tout une pathologie. Et puis, une nouvelle étape se prépare. L'âge du grand renfermement va céder la place à une institution qu'on connaît beaucoup mieux, l'asile. Et son arrivée, paradoxalement, se fait sous le signe de la libération. C'est une image que tout le monde a en tête, l'image d'Épinal. Le bon docteur Philippe Pinel qui brise les chaînes des aliénés à l'hospice de Bicêtre. Un geste qui est vu comme la grande victoire de l'humanisme et de la science sur la barbarie. Et c'est là que l'analyse de Foucault devient vraiment provocante. Il nous invite à regarder derrière le geste. Est-ce qu'on a vraiment mis fin à la captivité ou est-ce qu'on a juste inventé une nouvelle forme de pouvoir, plus discrète, plus subtile? Pour Foucault, cette fameuse libération, c'est en fait une spécialisation de l'enfermement. On sort le fou du grand groupe des indésirables pour l'isoler dans un lieu juste pour lui, l'asile. Il n'est plus un pécheur ou un déviant, il devient un malade mental. Et en faisant ça, il devient un objet d'étude parfait pour une nouvelle science qui est sur le point de naître.
Cette nouvelle institution, l'asile, va devenir le laboratoire où vont naître la psychiatrie et la psychologie moderne. Le dialogue de la Renaissance, il est maintenant définitivement mort et enterré. À la place, on a ce que Foucault appelle le regard clinique. Le médecin observe, il classe, il analyse. Le patient, lui, il est observé. La relation n'est plus du tout réciproque, c'est une relation de savoir, et donc de pouvoir. Autrement dit, l'expérience subjective du fou, ce qu'il ressent, ce qu'il a à dire, tout ça est effacé. Ce qui compte, c'est ce que l'œil expert du médecin peut voir, mesurer et transformer en symptômes. La folie devient un spectacle, un objet à connaître. Et voilà la thèse finale de Foucault. La psychologie n'a pas découvert la folie comme on découvre une nouvelle planète. En un sens, elle l'a construite comme son objet d'étude, à travers ce regard très particulier, exercé dans l'espace clos de l'asile. La science est née de cette dynamique de pouvoir. Au fond, ce que toute cette histoire nous révèle, c'est que les catégories qu'on utilise aujourd'hui, comme maladie mentale, ne sont pas des vérités éternelles. Elles sont le résultat d'un long processus historique, marqué par des choix sociaux, moraux et politiques d'exclusion et d'observation. Ce qui nous amène, bien sûr, à une question finale. Si la frontière entre la raison et la folie a autant bougé au fil du temps, où est-ce qu'on la place exactement aujourd'hui ? Qui a le pouvoir de tracer cette ligne ? Et surtout, sur quels critères ? C'est peut-être ça la question la plus troublante et la plus actuelle que nous laisse Foucault.